élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première séquence de la troisième partie du programme de l'économie générale pour la deuxième année bac sciences économiques et aussi pour les deuxième année bac sciences de gestion comptable. Cette première séquence qui s'intitule « Les fondements théoriques des échanges extérieurs ». Chers élèves, depuis le XVIe siècle, les économistes et les théoriciens se sont penchés pour analyser et examiner les échanges internationaux. C'est pourquoi, et par conséquence, deux principales doctrines économiques ont été apparues. Premièrement, on va traiter le protectionnisme et, dans un deuxième point, on va traiter le libre-échange. Le protectionnisme. Le protectionnisme, historiquement, est rattaché à une doctrine économique développée pendant le XVIe siècle, appelée le mercantilisme, qui préconisait l'intervention de l'État pour développer la richesse nationale et pour assurer à la nation la quantité d'or et d'argent nécessaire à ses besoins à travers plusieurs moyens, à savoir prohibition de la sortie des métaux précieux du pays vers l'extérieur et aussi la protection des industries nationales manufacturées, etc. Le principal économiste et théoricien de ces doctrines économiques était l'économiste Frédéric List, un défenseur des jeunes industries qu'on va voir sa théorie par la suite. Donc, le protectionnisme est un ensemble de mesures visant à protéger la production nationale d'un pays contre la concurrence étrangère. Mais cette protection serait à travers de plusieurs techniques. On va voir par la suite quelles sont les techniques nécessaires pour protéger la production nationale d'un pays. Dans ce schéma, on va voir les deux premières formes du protectionnisme, à savoir le protectionnisme tarifaire et le protectionnisme non tarifaire. Le protectionnisme tarifaire, comme son nom l'indique, c'est l'imposition des tarifs sur l'entrée des biens étrangers sur le marché local. Donc, il peut être à travers des entraves directes, c'est-à-dire imposer des tarifs et des droits de douane sur l'entrée des biens étrangers sur le marché local, ou à travers des entraves indirectes, c'est-à-dire à travers la subvention des entreprises locales, soit productrices, soit exportatrices, pour qu'elles puissent être compétitives sur les marchés internationaux. Les objectifs, donc, de cette forme de protectionnisme tarifaire est la réduction des importations, bien sûr, et ensuite favoriser la compétitivité des produits nationaux. Pour la deuxième forme du protectionnisme, c'est le protectionnisme non tarifaire qui se base généralement sur des contingentements, c'est-à-dire la fixation des quantités des importations, telles que par exemple les quotas, ou à travers les prohibitions, ça veut dire les interdictions de sortie ou d'entrée de marchandises. L'objectif de cette forme de protectionnisme est la protection du consommateur national. Les deux autres formes du protectionnisme sont le protectionnisme administratif, dit aussi protectionnisme gris, et protectionnisme monétaire, dit aussi le dumping monétaire. Pour le protectionnisme tarifaire, ont pour objet d'accroître le coût du produit ou de rallonger les délais d'entrée sur le territoire national par un ensemble des formalités administratives lourdes et pénalisantes. Par exemple, on impose pour les importateurs étrangers des normes de qualité, des normes sanitaires, etc. Pour le protectionnisme non tarifaire, ou on appelle aussi le protectionnisme monétaire ou le dumping monétaire, il consiste à maintenir la parité de la monnaie nationale à un cours artificiellement bas. Pourquoi? Pour être compétitif sur les marchés mondiaux et favoriser les exportations. C'est l'exemple du conflit chinois et les États-Unis d'Amérique, par exemple. Maintenant, comme on l'a déjà évoqué, le principal théoricien économiste de cette doctrine économique qui est le protectionnisme, c'est
l'économiste Frédéric List. L'apport de Frédéric List s'appelle le protectionnisme éducateur. Pour Frédéric List, les pays n'ont pas intérêt à faire l'échange que s'ils ont un niveau de développement industriel équivalent. C'est pourquoi on ne pourrait pas le généraliser. Ça veut dire qu'on ne peut pas généraliser l'échange selon Frédéric List. Donc, il prône un protectionnisme éducateur, c'est-à-dire pour mettre à niveau les petites et les moyennes industries nationales pour qu'elles puissent être compétitives pour affronter le défi du libre-échange. Donc, c'est pourquoi Frédéric List, il prône un protectionnisme éducateur, c'est-à-dire défenseur des jeunes industries. Donc, le protectionnisme est alors conçu par Frédéric List comme une phase transitoire. Ça veut dire permettant à une nation d'atteindre les stades les plus élaborés pour être compétitive sur les marchés internationaux une fois elle a un accord de libre-échange, par exemple. Maintenant, on va voir les avantages et les limites de cette doctrine qui est le protectionnisme. Le protectionnisme favorise la préservation d'emplois, car les mesures protectionnistes profitent pour les entreprises, surtout des secteurs menacés par la concurrence étrangère, de préserver les emplois des ouvriers. Et la préservation des emplois soutient bien sûr le pouvoir d'achat des employés qui ont préservé leur emploi. Elle favorise aussi l'amélioration de la compétitivité nationale car il donne un peu de temps, une phase transitoire pour les petites et moyennes entreprises pour qu'ils puissent être compétitives pour affronter le défi du libre-échange. Mais le protectionnisme, cependant, a des limites. Par exemple, facteur d'inflation, car un pays enfermé favorise les entreprises à construire ce qu'on appelle les monopoles, les oligopoles de paix, qui fixent généralement des prix assez élevés, qui est l'origine de l'inflation, surtout structurelle, ça veut dire durable. Il y a une perte de bien-être du consommateur car il se trouve devant une faible diversité des produits sur le marché local. Aussi, il peut engendrer le ralentissement de la croissance économique. Maintenant, on va passer vers le deuxième point ou la deuxième théorie ou la deuxième doctrine qui s'est amorcée à partir du XVIIIe siècle et XIXe siècle avec les économistes classiques et néoclassiques, à savoir le libre-échange. Donc, le libre-échange, au contraire du protectionnisme, est une doctrine économique née au tournant du XVIIIe et XIXe siècle, prenant la liberté de circulation de tous les biens économiques et la suppression de toutes les entraves ou tous les entraves aux échanges entre les pays. Je souligne ici la liberté de circulation de tous les biens économiques, à savoir les biens, les services, la monnaie, les capitaux, et aussi je souligne la suppression de toutes les entraves aux échanges, comme les entraves qu'on a vues dans les techniques du protectionnisme, à savoir les barrières tarifaires et non tarifaires, et ainsi de suite. Concernant le libre-échange, qui s'est amorcé avec les économistes classiques et les économistes non classiques, donc les économistes classiques, à savoir Adam Smith et David Ricardo, se sont penchés pour examiner le libre-échange. Donc, deux théories principales pour les classiques se sont apparues, à savoir la loi des avantages absolus, son auteur qui est Adam Smith, un économiste très connu. Pour Adam Smith, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ses coûts de fabrication sont les plus faibles. Ça veut dire un pays qui fabrique un bien dont il possède ou dispose du coût le moins élevé, le plus faible, le plus bas par rapport à ses partenaires commerciaux. Donc, selon Adam Smith, il va se spécialiser dans la production de ce bien. Donc, et par la suite, importer les autres biens, ceux pour lesquels ces coûts sont les plus élevés de l'étranger. De cette façon, tous les biens seront échangés. Si
n'importe quel pays ou chaque pays se spécialise dans la production de biens où son coût de fabrication est le plus bas et importer les autres produits de l'étranger, donc tous les biens seront échangés sur la scène mondiale au plus bas prix possible. Donc, ceci favorise donc une allocation optimale des ressources mondiales. Mais pour la théorie ou la loi des avantages absolus d'Adam Smith n'a pas répondu à une question principale, qui est le cas d'un pays qui ne dispose d'aucun avantage absolu. Pour Adam Smith, il n'a pas répondu à cette question. Est-ce que ce pays va abandonner, par exemple, les échanges internationaux? C'est pourquoi s'est apparue la loi des avantages comparatifs de David Ricardo, qui a pu répondre à cette question. Donc, pour David Ricardo, sa théorie ou sa loi des avantages comparatifs est déclinée en deux éléments. Quand un pays dispose, par exemple, de plusieurs avantages absolus, ça veut dire qu'il fabrique plus qu'un bien dont il dispose ou dont il possède plus qu'un avantage absolu. Ça veut dire qu'il dispose du coût le moins élevé par rapport à ses partenaires commerciaux. Donc, que doit-il faire selon David Ricardo? Il doit se spécialiser là où son avantage est comparativement le plus grand. Ça veut dire qu'il va choisir parmi les deux biens ou les trois biens dont il dispose du coût le moins élevé, le bien où son avantage absolu est le plus grand. Deuxième élément, c'est le cas d'un pays où il ne dispose d'aucun avantage absolu. Est-ce qu'il va abandonner les échanges internationaux? Pour David Ricardo, il a intérêt à intégrer les échanges internationaux. Comment? Il doit se spécialiser là où son désavantage par rapport à ses partenaires commerciaux est comparativement le plus petit. Ça veut dire qu'il va choisir parmi les biens dont il produit le bien où son coût est comparativement le plus petit par rapport aux autres, et donc il va se spécialiser dans la production de ce produit. Pour les néoclassiques, on va traiter ici une théorie qui s'appelle la dotation factorielle pour les trois économistes Heckscher, Ohlin et Samuelson. Pour ces trois économistes, les avantages comparatifs ne proviennent pas uniquement de la productivité du travail, mais de l'ensemble des facteurs de production, à savoir le capital, le facteur naturel, la terre par exemple, et le facteur travail, c'est les ressources par exemple humaines dont dispose un pays. Donc, selon cette théorie, chaque pays va se spécialiser dans la production de biens où le facteur de production est abondant. Si le pays dispose plus du facteur travail, il va se spécialiser dans la production de biens qui se base beaucoup sur le facteur travail, et ainsi de suite. Donc, un pays a l'avantage de se spécialiser dans la production des biens dans lesquels on utilise plus de la main-d'œuvre si elle est abondante. Ou un pays a l'avantage de se spécialiser dans la production des biens à forte utilisation du capital, par exemple l'industrie, s'il est abondant en capital. Mais cependant, le libre-échange a des avantages et aussi des limites. Pour le libre-échange, il favorise l'élargissement des marchés, car les entreprises locales peuvent écouler leurs marchandises dans plusieurs marchés internationaux, donc un facteur de croissance externe des entreprises nationales. Il favorise aussi l'encouragement des IDE, ça veut dire l'entrée des investissements étrangers sur le territoire national à travers, par exemple, les multinationales qui s'installent sur le pays. Il favorise aussi l'accès facile aux matières premières, à la technologie et au financement. Oui, il favorise aussi un large choix pour le consommateur car il se trouve devant une diversité de produits sur le marché. Il va choisir le bien dont il va satisfaire beaucoup son besoin. Cependant,
il y a des limites pour le libre-échange, car le libre-échange, il va engendrer une baisse des recettes fiscales de l'État, à savoir les droits de douane qui sont des recettes ordinaires pour l'État. Donc, à la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, donc l'État va perdre des droits de douane sur les biens qui entrent sur le territoire national. Aussi, il peut engendrer un déclin de certains secteurs, de certains secteurs à cause de la concurrence étrangère qui pèse lourdement surtout sur les petites et moyennes entreprises. Il peut engendrer aussi et entraîner une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, à savoir une dépendance technologique, commerciale et aussi il peut être une dépendance alimentaire. Aussi, le libre-échange, il peut entraîner une inflation importée car l'augmentation des prix des produits importés peut être reflétée ou la répercutée sur les prix des produits nationaux et donc il va causer une inflation qui a comme origine c'est l'étranger. De cette façon, on vient de terminer cette séquence. Merci pour votre attention.